Je suis la directrice à l'échange des connaissances à Hébergement Femmes Canada et c'est moi votre hôte de notre webinaire. Je vais l'animer aujourd'hui. J'ai hâte à notre sujet. J'espère que ça va apporter beaucoup d'informations pertinentes pour les personnes présentes. On a beaucoup d'éléments à traiter, alors on va profiter du temps. Je veux préciser que je suis située au territoire traditionnel non cédé des peuples algonquins, Chenapé. C'est une ville connue comme Ottawa. Je veux reconnaître que ma responsabilité tant que personne colonisatrice ou colon sur ces territoire et de reconnaître l'historique et le colonialisme continuel, actuel et comment on travaille sur la réconciliation et la décolonisation. On a plusieurs personnes ici qui viennent de nombreux endroits. Alors, vous pouvez vous présenter dans le clavardage de où vous êtes situé, même si on n'a pas accès à votre microphone ou vidéo. Aujourd'hui, vous pouvez nous saluer dans le chat ou le clavardage. Merci. Et de où vous êtes situé, qu'est-ce que vous faisiez? Et un rappel encore. Aujourd'hui, on a l'interprétation. Les présentations seront en anglais. Alors, si vous aimez écouter et participer en français, vous pouvez descendre en bas de votre écran, sélectionner français et cliquer sur français ou en anglais. Si jamais vous avez des questions ou des enjeux, vous ne comprenez pas, vous pouvez envoyer un message à moi ou ma collègue Nika dans le chat et on peut vous aider. Si jamais, juste pour vous rappeler, vous avez pas l'option d'ouvrir votre microphone ou vidéo, mais on veut toujours la participation. Alors, vous pouvez participer dans le chat, dans le webinaire. Je vois, c'était déjà utilisé par quelques participants pour saluer les autres. Alors, merci, continuez à utiliser le clavardage pour de bonjours, de donner vos commentaires, poser des questions, comme vous voulez, interagir avec nous. Par contre, si vous avez des questions pour les personnes qui donnent les présentations, est-ce que vous pouvez mettre vos questions dans la petite boîte Q&A ou questions et réponses? C'est plus facile pour moi, on va pas le perdre dans les commentaires dans le chat. Alors, et les présentatrices peuvent le voir. Vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'à la fin des présentations. Quand vous réfléchissez, quand vous pensez à un élément, vous pouvez mettre tout de suite dans la boîte de Q&A, questions et réponses. On va enregistrer cette présentation, alors vous pouvez accéder au webinaire après et on va aussi partager les présentations, les PowerPoint avec vous après. Ça, c'est les rappels, comme vous le savez. Le concentration sur cette présentation aujourd'hui, c'est le financement immobilier pour les projets d'hébergement dans notre secteur de les personnes survivantes de violences genrées. Je sais que tout le monde connaît très bien comment ces projets sont énormes, ils peuvent coûter vraiment cher et comment c'est très intimidant de réfléchir comment on peut faire les levées de fonds des millions de dollars. Alors ici, on est en train de faire les petits conseils, comment on peut décortiquer les projets, de rendre ça plus accessible. On va commencer par les présentations de Kyla et Megan qui font partie de Hébergement Femmes Canada et le logement de deuxième étape de transition et elle va parler comment on cherche le financement du gouvernement pour les projets d'infrastructure et d'autres financements publics. Et on a Nikki et Stephanie qui travaillent sur le développement et les subventions chez Hébergement Femmes Canada. Et elle va parler de comment on cherche les fondations et les donateurs individuels. Et puis, on va parler de deux centres et maisons d'hébergement. On a Melissa du Y des femmes à Regina. Elle va parler de ses expériences qui ont pu des levées de fonds de succès. Et Kyla et Megan vont parler de la maison de transition Sussex Vale. Et ça, c'est deux maisons qui ont eu un succès dans leur financement. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est quoi les apprentissages, etc. Et puis, on va avoir évidemment un temps de questions-réponses. Alors, je pense que c'est ça. Génial. Alors, avant de commencer, j'aimerais faire un petit sondage avec vous.
Ça va nous donner une meilleure idée de savoir qui est présent, que c'est quoi vos désirs, c'est quoi votre secteur. Est-ce que vous travaillez dans une maison d'hébergement, dans un autre organisme communautaire? Est-ce que vous travaillez plus dans le monde infrastructure ou hypothèque ou construction? On veut savoir un peu. Et puis, deuxième, question, est-ce que vous travaillez sur un projet de construction immobilier, infrastructure, ou est-ce que vous réfléchissez ou est-ce que vous êtes là juste parce que c'est amusant d'être à un webinaire? J'attends quelques minutes pour les personnes qui reçoivent leur chance de terminer le sondage. Ça a l'air que la majorité des personnes ont pu répondre à notre sondage. Alors, 95% de vous venez du secteur des maisons d'hébergement. On a quelques prestataires de services à secteur communautaire et autres. Et puis là, on est mélangé. Il y a 36% en vous qui sont en plein milieu d'un projet d'immobilier. Il y a 60% qui pensent à faire un dans l'avenir et 5% de vous sont juste ici parce que vous aimeriez apprendre. Alors, on apprécie vraiment. Alors, sans plus attendre, j'aimerais passer la parole à Kyla et Megan pour commencer nos présentations. Merci, Léa. Je vais juste travailler le partage d'écran. Merci pour le soutien avec ça. Merci d'être avec nous pour cette webinaire. C'est parce que souvent, nous avons nos directeurs, les PDG ont des questions comme comment est-ce qu'on fait une campagne pour vous lever de fonds immobiliers? Est-ce qu'on a besoin d'engager un firme consultant? À qui on demande pour ce financement? Et c'est quoi le point de fonds qu'on a besoin d'avant faire une campagne publique? C'est des questions évidemment qui sont difficiles. Souvent, il faut chercher plusieurs personnes pour vous informer. On veut partager des conseils pour améliorer votre navigation de cette casse-tête de levée de fonds. On va présenter les modalités de financement qui existent et le premier morceau de cette casse-tête qui est le financement gouvernemental. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin pour ce type de financement et ces investissements? Et puis, Megan va aller dans le financement préalable avant la construction et le financement pour l'immobilier. Elle va parler de la SCHL et aussi construire à Build Canada Homes. Alors, ça, c'est un programme spécial. Alors, on va débuter. On voulait nous présenter qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait. On travaille sur ce projet en construction des nouveaux projets de maisons d'hébergement. On est là pour nous guider à travers tous ces éléments, alors faisabilité, conception, engagement communautaire, tous ces éléments clés. Souvent, on n'a pas une expertise dans la construction dans votre personnel. Alors, nous existe pour vous offrir ces services, de travailler avec votre personnel, de créer une vision pour le projet, trouver un architecte, une personne à la construction. On peut créer et gérer des budgets très complexes. Un, le plus grand sur lequel on travaille, c'est au-dessus de 37 millions de dollars en créant des calendriers des projets, suit ces calendriers, d'assurer que tout est bien respecté, surtout les demandes de financement uniques par chaque palier gouvernemental. On essaie de faire le suivi de tous les réunions, suivi des différentes tâches et évidemment, il y a beaucoup de jargon, les prises de décision et on va faire le suivi avec votre CA, vos directions générales, comment vulgariser et enlever un peu de stress pendant ces projets coûteux.
C'est n'est pas réaliste de faire ce travail juste sur le côté, mais c'est moi et Megan, c'est ce que nous faisons chaque jour. Ce matin, on a soumis une demande à CHL au nom de d'hébergement. Alors, depuis qu'on a commencé ce projet, moi et Megan, on a obtenu 17 millions de dollars dans les subventions pour les maisons d'hébergement et contribué à obtenir plus que 30 millions de dollars pour d'autres projets. Alors, avant d'aller dans tous les types, on veut regarder c'est quoi les différents éléments à regarder pour les financements d'infrastructure. Malheureusement, on ne peut pas juste attendre, compter sur juste une seule force de financement. Il faut mélanger plusieurs sources. Alors, nous, on parle de cette pile ou liste des sources de financement. Et il faut utiliser plusieurs pour trouver ce que vous avez besoin pour votre construction. Alors, si c'est 3 millions ou 30 millions, vous devez trouver suffisamment de financement pour le payer. Alors, vous allez trouver entre ces différents paliers sur cette page. On peut prioriser où vous devrez idéalement chercher vos subventions. Prioritaire, c'est les subventions gouvernementales parce qu'on n'a pas besoin de le rembourser. On ne peut pas parler de tous les détails municipaux, provinciaux parce qu'il y a trop de détails et ça a trop qui existent, mais Megan va passer à travers les options au niveau fédéral plus tard. Puis, il y a le financement par partenariat. Ça, c'est si vous construisez avec un autre organisme sur votre site, si c'est une garderie ou un autre fournisseur d'habitation. Peut-être eux, ils vont apporter leurs propres capitaux pour financer l'immobilier, l'hypothèque, d'avoir un autre mélange de l'argent, c'est important. Puis on parle de l'argent de votre propre organisation. Un peut être vos conserves, l'argent que vous avez mis dans vos comptes d'épargne ou aussi pour un fonds capital immobilier. On demande pour comment faire les demandes des fondations et des entreprises pour recevoir les dons de financement. On parle aussi des excédents des fonds. Ça, c'est à la fin de votre année financière qu'on peut mettre un réserve trésorier. Et aussi, puis vous avez vos actifs. Peut-être vous avez votre propre terrain, vous pouvez vendre un bâtiment, un terrain ou quelque chose pour financer votre nouvel projet. Finalement, il y a financement, ça c'est parce que si vous n'avez pas assez des trois premières lignes, si c'est pas l'équivalent de votre 3 à 30 millions, on peut regarder qu'est-ce qu'on peut trouver pour financer. Alors, ça, c'est un peu hypothèque. Alors, alors c'est quoi les coûts d'opération? Peut-être vous avez déjà des fonds, mais si vous avez besoin de faire un levée de fonds pour le coût opérationnel, vous ne pouvez pas trouver un financement parce qu'il faut payer votre hypothèque chaque mois. Alors, il faut démontrer à la banque que vous pouvez payer cette hypothèque chaque mois. Et si on est toujours en train de faire le financement ou les levées de fonds, on ne peut pas le garantir. Des fois, c'est des organismes, on va chercher l'hypothèque. Des fois, on peut trouver d'autres financements. Alors, c'est quoi l'échéancier? On pensait peut-être de regarder un calendrier pour ça. Alors, pour pas vous déborder, on va regarder morceau par morceau. Alors, vous allez voir l'échéancier. Ça commence avec une idée. Alors, on a vu que 60% des personnes ici ont une idée d'un projet. Il faut faire une étude de viabilité. Est-ce que c'est réaliste avec les coûts nécessaires? Puis vous pouvez aller dans construction, conception, est-ce que c'est viable? Et puis construction, et puis évidemment on construit, et opération du bâtiment. Megan va aller en détail, mais les coûts de projet peuvent aller dans deux morceaux, en pré-construction et puis au niveau financer l'immobilier. Alors pour pré-construction, c'est vraiment est-ce que c'est faisable et regarder la conception. Et puis, quand c'est terminé, on veut vraiment regarder tous les affaires
architecture et tout ça. Mais souvent, on ne peut pas accéder au financement d'immobilier avant qu'on termine le projet jusqu'à le premier pâté du sol. Alors, il faut le financement pour la préconception ou cette préconstruction, je veux dire. Quand on fait l'étude de faisabilité, il faut expliquer évidemment votre projet au gouvernement. Il faut plus qu'une idée, il faut quelque chose écrit sur une page. Alors, vous avancez dans vos subventions gouvernementales à travers le projet. Vos partenaires seront semblables cet échéancier. Peut-être si vous aimeriez inclure un garderie ou un autre service. Alors, il faut quand même qu'un cadre, une explication du projet. Et puis, nos réserves de fonds, ça c'est un peu qu'est-ce qu'il faut avoir. Ça c'est un peu comme l'œuf dans le nez. Peut-être ça a commencé à pousser, grandir avant que vous avez pensé de ce projet immobilier. C'est un peu l'argent mis à côté. Et dès que vous savez que vous aimeriez faire une construction, on commence à ramasser les fonds le plus que possible et avoir cette réserve en argent, en capital, dans un compte bancaire. On veut un compte d'affaires comme un vraiment campagne d'investissement qu'on peut montrer aux bailleurs de fonds. Ça continue à travers la construction et dans ces projets d'investissement immobilier, c'est une bonne manière de faire des levées de fonds. Les personnes aiment souvent que c'est quelque chose de tangible. Vous allez tenter d'avoir une unité de logement, vous allez aider un nombre fixe de familles et tout ça. Alors, des fois, c'est plus facile à faire le financement dans ces cadres. Alors, on va entendre davantage parler. Et puis, en parlant de votre financement, cette campagne va continuer. Et ça, c'est quand vous aimerez l'implication de tout le monde, cette campagne de financement. Alors, normalement, votre personne directrice va être la visage de votre campagne de financement. Mélissa va expliquer davantage. Et finalement, financement jusqu'à la fin, ça, c'est ce qui se passe quand on commence de la construction et on veut assurer jusqu'à qu'est-ce qui manque si jamais vous avez un manque d'argent et ça, c'est ce que votre argent mis à côté. Et maintenant, je vais passer la parole à Megan. Merci. Vous devez maintenant avoir une idée générale de comment on peut assurer ces financements. Donc, dans la phase de visibilité, vous allez avoir besoin de financement à la préconstruction. Ce sont les phases préalables à la préconstruction, c'est ce qui va vous permettre d'être prêt. Donc, les exemples, par exemple, c'est payer un architecte, faire des études du terrain. Vous pouvez travailler avec un chef de construction, un chef de projet pour remplir la demande à votre place. Ce sont toutes les phases préalables au début de la construction. Et ça peut vous permettre d'être prêt pour demander la plus grosse partie du financement. Ça peut coûter 1 million de dollars avant même d'avoir commencé la construction. Il y a des financements, de préconstruction qui sont, disponibles. Le fonds, national inclut, les fonds, du Canada, donc la Fédération des municipalités, canadiennes. Et il y a beaucoup de compétitions, donc c'est très important, par exemple, auprès de Maison Canada, vous devez vraiment préparer votre dossier avant. Donc la Fédération, des municipalités canadiennes a 2 phases de financement. Une pour les phases d'études, c'est très tôt au début de l'année, que ça ferme cette année notamment.
Ça a été lancé en avril, donc on vous invite à rester à l'affût. Vous pourriez recevoir jusqu'à 30 000 $ pour la subvention de planification et jusqu'à 250 000 $ pour la subvention d'études. Il existe d'autres programmes de financement pré-construction disponibles en fonction de votre province, de votre municipalité ou de votre région. Vous pouvez également contacter les fondations familiales, communautaires, privées et Niki et Stéphanie vous en diront plus sur le sujet. Donc, vous allez devoir commencer à demander des gros financements après la conception pour le développement. Donc, vous allez avoir besoin de vos frais de construction et de vos frais du capital de construction immobilier. Ça se divise en deux catégories. Donc, les coûts fixes, c'est les matériaux de construction et les coûts, donc les coûts variables sont liés aux consultants. Ça inclut votre architecte, votre chef de projet et tout autre consultant. En gros, tout ce qui n'est pas du matériel de construction ou de la main-d'œuvre afin de le construire, c'est un coût variable. Donc, vous paierez ces financements, ces investissements avec les sources que vous aurez acquises. Donc, dans la phase de financement initial de préconstruction que Kayla vous a décrit, donc ça va vous permettre d'accéder tant à des subventions gouvernementales, de partenariats que des capitaux propres. Donc, le SCHL est avant tout euh, une institution financière qui prête de l'argent. Ils font aussi beaucoup de recherches sur le marché. Ils s'occupent des assurances hypothécaires et des financements. Ils ont développé des stratégies sur les marchés. Depuis 2017, elle met en œuvre des programmes gouvernementaux énumérés dans la stratégie nationale. Ces programmes ont beaucoup évolué au fil des ans. Certains ont été supprimés, d'autres ont été renommés, d'autres ont changé leurs critères et leurs conditions d'éligibilité. Les programmes passés, on pourrait citer les maisons d'hébergement pour femmes, les enfants, des logements de transition. Ils ont consacré 250 millions de dollars spécifiquement aux maisons de transition en 2022. Il y avait également l'initiative pour les maisons d'hébergement et le logement et des logements de transition destinés aux personnes autochtones, spécifiquement aux femmes autochtones. Il y a eu trois cycles depuis. Il y a eu il y a eu plusieurs lignes de financement et de co-investissements qui ont été mis en œuvre. Tout cela pour dire que le SCHL n'a pas eu exactement les mêmes programmes depuis le 2017. Ils ont changé et ils continueront de changer. Et beaucoup de ces programmes ne sont pas entiers, ne sont pas alloués, ils ne sont pas renouvelés. Il y a des coupures. Donc récemment, il y a eu des annonces de programmes de prêt de sous-programmes de logement communautaire. Et une partie des subventions prévues pour les programmes de logement futurs a été avancée pour être allouée dès aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, le SCHL supprime progressivement ces programmes et le portefeuille de logements sociaux du gouvernement euh, est en train de passer donc tous ces projets à Maison Canada sous le nouveau gouvernement libéral. Donc, sous cette nouvelle direction gouvernementale, ils ont créé Maison Canada le 14 septembre 2025. C'est assez récent, donc une partie de son orientation n'est pas encore claire. On n'en sait pas nécessairement beaucoup. Hébergement Femmes Canada n'est pas une autorité en la matière, mais voici ce que nous savons. Maison Canada est une nouvelle entité fédérale qui il est prévu que ça devienne une agence fédérale autonome en 2026. Ses objectifs sont de construire elle-même des logements non commerciaux, de financer des logements non commerciaux pour d'autres fournisseurs et pour des promoteurs immobiliers, de stimuler l'économie de la construction au Canada en explorant de nouvelles technologies de construction. Donc ça, c'est le mandat officiel. Donc, il se concentre vraiment à Maison Canada, particulièrement sur les logements modulaires et préfabriqués. Il semble chercher des projets qui privilégient les nouvelles technologies de construction. Il y a un intérêt clair à construire des logements à grande échelle rapidement. Donc, on parle de projets de très grande envergure, 300 unités ou plus, ou en tout cas un portefeuille de plusieurs petits projets. Ils veulent améliorer la coordination avec les provinces et les municipalités en ce qui concerne les sollicitudes et les demandes.
Ils ont également annoncé qu'1 milliard de dollars de leurs fonds sera versé à des logements de transition et à des logements avec des services de soutien pour les personnes sans domicile fixe. Euh, Nous ne savons pas encore quand ces fonds seront débloqués et sur quelle période et comment se déroulera le processus. En ce moment, on ne sait pas encore exactement comment ça va fonctionner dans la pratique. Maison Canada est ouvert à la discussion de propositions, mais il n'y a pas un formulaire de demande officiel ni un portail officiel en ce moment. Donc, je pense qu'il faudra attendre d'avoir plus d'informations avant de savoir comment utiliser Maison Canada. Mais en attendant, vous pouvez déjà vous préparer à réussir lorsque le moment sera venu d'obtenir votre financement fédéral. Nous avons des recommandations afin que vous puissiez de vous aider à obtenir le financement. Donc, vous pouvez obtenir un terrain gratuit, vous pouvez le faire évaluer afin de pouvoir inclure dans votre demande comme contribution au projet, par exemple. Vous pouvez essayer d'obtenir le soutien d'autres niveaux de gouvernement pour votre demande en leur demandant de contribuer au financement si possible. Engager un chef de projet pour remplir ces demandes à votre place. Ça vous déchargera d'une partie de votre travail, ça vous permettra de soumettre une demande très complexe et vous devez également trouver des collaborateurs, architectes, chantiers, qui vous aideront à optimiser la rentabilité. Assurez-vous qu'ils aient déjà travaillé avec SCHL. Conservez vos réserves de trésorerie. C'est important d'avoir un projet stable avec un engagement de plusieurs partenaires afin de l'amener de l'avant. On vous invite donc à avoir un chef de projet qui va vous soutenir. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la présentation, un nouveau projet de développement, c'est rajouter beaucoup de choses dans votre assiette. C'est une nouvelle job à temps plein. Donc, et donc, ça peut vraiment vous soulager d'avoir des gens qui ont des connaissances en la matière et qui puissent vous guider dans tout le cycle du projet, qui puissent coordonner le design, coordonner, remplir les demandes pour vous à temps. C'est vraiment un rôle très important afin d'assurer un projet. Donc, vraiment avoir un chef de projet dans votre équipe, c'est nécessaire. Soyez sûr d'avoir des collaborateurs de confiance, architectes, chefs de projet, etc. Ça va vraiment optimiser. Vous voulez vraiment que votre équipe comprenne la vision de votre projet. Ça va vous permettre également d'éviter des dépenses extra. Parce que les gens qui ont déjà travaillé avec ce type de financement savent à quoi s'attendre. Kayla, elle a dit plus tôt, mais on vous invite vraiment à avoir un fonds de trésorerie destiné à ce projet. Parce que c'est sûr que vous allez devoir contribuer. Donc, il faut absolument commencer un fonds dès que vous avez l'idée de ce projet. Quand on vous invite aussi à optimiser les résultats sociaux, environnementaux en matière d'accessibilité, d'abordabilité, s'assurer que ce soit destiné aux communautés les plus vulnérables, ça met toutes les chances de votre côté. On a une équipe qui peut aussi vous aider à faire un projet, élaborer un projet qui va fonctionner. Parfois, c'est difficile d'assurer des financements pour tous les aspects d'un projet. Parfois, c'est pas suffisant. Donc, si vous avez d'autres sources de financement possibles, ben, pensez-y et ça peut vous donner accès à d'autres fonds. Ça, c'était la présentation que nous avions pour vous. J'espère que c'était intéressant pour vous. Si vous avez d'autres questions plus spécifiques, vous pouvez nous envoyer un courriel ici. Vous pouvez le voir sur l'écran. On peut également avoir des réunions. Si vous avez des questions spécifiques sur notre projet, n'hésitez pas. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci, Megan. Merci, Kayla. Vraiment très intéressant. Je vais faire écho à ce que Megan disait. Vous pouvez utiliser la boîte
afin de poser vos questions. Donc, Q et A, questions et réponses. C'est la boîte en bas de votre Zoom que vous pouvez utiliser. Et je vais laisser la parole à Nikki. Et je vais mettre votre PowerPoint. Merci Léa, merci tout le monde. Je suis Stéphanie. Je suis ici avec Nikki. On travaille à Hébergement Femmes Canada et on travaille euh, sur la question des stratégies de financement pour les projets immobiliers. Spécifiquement, c'est comment trouver du soutien non gouvernemental, des fondations, des donateurs, des bailleurs de fonds. On sait que souvent, on n'a pas une personne dans l'équipe qui est dédiée à la recherche de financement. Et c'est souvent une job compliquée à faire parce qu'on le fait en plus de tout le travail qu'on fait avec les survivantes. Donc ici, on va vous donner des trucs et astuces, mais on sait que c'est différent pour chaque personne. Donc vraiment, il faudra les conseils qu'on va vous donner ici, il faut les adapter à vos besoins, à votre réalité. Donc il y a des individus, des fondations, des entreprises qui peuvent être votre objectif. C'est important de voir tout l'argent que vous pouvez retrouver, que vous pouvez avoir d'autres sources que seulement les gouvernements. Le parcours de financement va amener quelque chose de différent. Souvent, c'est des projets combinés qui, du début à la fin d'un projet, on va avoir accès à toutes sortes de sources de financement. Donc, c'est important de voir si vous avez des économies, si vous avez des partenaires déjà identifiés ou s'il faut en trouver d'autres. Avoir une diversité d'investissements, c'est aussi la preuve que vous êtes ancré dans votre communauté, que vous avez du soutien. Ça dépend de votre taille, ça dépend de votre communauté, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, je vais laisser la parole à Nikki qui va vous parler un peu plus de comment identifier une liste de prospects afin de trouver du financement. Alors, avant de rentrer, dans- au début, il faut d'abord commencer avec ce qu'on a, c'est-à-dire faire une liste des relations communautaires que nous avons, le réseau que nous avons, le réseau de votre conseil d'administration, les professionnels dans votre communauté, ça peut être des avocats, des assureurs, des médecins. Vous pouvez parler avec la chambre de commerce, demander une liste des acteurs de votre région et ça peut vous permettre de faire une liste. Demandez à votre conseil d'administration, demandez à vos bénévoles qui y connaissent. Continuez à construire cette liste de prospects. Ça évolue constamment. N'oubliez pas de faire une liste claire et de se mettre des coordonnées, des échéances, des résultats, identifier les prochaines étapes. Si vous construisez cette base de données avec cette liste, elle doit vous permettre de faire le suivi. Ça peut être sur un modèle Excel. C'est une liste qui peut être utilisée. Et pour le reste de votre carrière dans votre organisation, c'est une tâche qui est importante à faire. Alors, sur la question des fondations comme telles, les fondations en général, elles vont vous dire qu'elles ne sont pas ouvertes à des financements immobiliers. Mais le fait qu'elle ne finance pas des hypothèques, par exemple, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas vous aider. Peut-être qu'elle peut vous soutenir, par exemple, le mobilier ou par exemple d'autres éléments. Donc, en général, la construction elle-même ne va pas être financée par une fondation. N'oubliez pas de mettre l'emphase sur la question de l'inclusion, de l'équité. Et n'oubliez pas de montrer comment vous allez pouvoir démontrer l'impact sur les récits de survivantes et les besoins de la communauté. N'hésitez pas à leur demander du feedback sur vos propositions. Vous avez souvent déjà tellement de choses à faire. Euh, Assurez-vous que vous faites des modèles.
parce que vous allez probablement avoir à faire beaucoup de demandes très similaires. Donc faites un modèle et ensuite ça va être beaucoup plus simple de faire un peu à la file, en boucle, d'autres demandes si vous avez un modèle clair. En ce qui a trait aux investissements d'entreprise, euh, ça prend du temps. Ça peut prendre 6 à 12 mois avant d'avoir une décision et il y a souvent des conditions et des restrictions qui sont associées aux demandes qui sont approuvées. C'est pour ça qu'il faut commencer très tôt et être patient. Il y a souvent des programmes. Les branches locales, des branches nationales ne peuvent pas financer des projets immobiliers, mais parfois les succursales peuvent le faire. La banque locale, les succursales de, de détaillants, par exemple. Donc, il faut faire le lien avec les entreprises. Euh, alors, faites attention à ne pas commencer des processus de reconnaissance ou de publicité dans vos événements avant d'avoir assuré un projet ou un financement. Alors, Stéphanie, c'est à toi. Merci, Niki. Alors, notre dernier groupe ici, ce sont les individus qui souvent sont les plus flexibles et les plus transformateurs. C'est des dons importants qui peuvent provenir de donateurs de longue date. Ça peut être des donateurs de longue date qui sont prêts à faire une entreprise, des, des philanthropes dans votre communauté qui sont prêts à faire un investissement, parfois des héritages ou parfois des dons en actions de, financières. Donc, tout d'abord, les conseils, c'est commencer des conversations dès le début du processus. Parlez-en. Ce sont les relations humaines et les conversations qui vous permettent de parler de tout cela, parler de votre vision du futur, même demander des conseils, en fait. Plutôt, au lieu de demander de l'argent au début, vous construisez une confiance en demandant des conseils. Et c'est les conversations informelles qui, en général, vous amènent à ce type de don de taille. Nous savons que beaucoup ce que nous partageons aujourd'hui, ça touche sur plusieurs défis. Alors, je vais essayer de faire le tour, peut-être répéter un peu, mais parler un peu des enjeux communs. Alors, pour commencer, c'est que les fondations ne financent pas les infrastructures, la construction. Oui, c'est souvent le cas, mais peut-être on peut chercher l'argent pour libérer les fonds que nous avons pour mettre vers l'immobilier. Une autre question ou un enjeu, c'est qu'on n'a pas une personne dédiée au financement ou levée de fonds qui sont notre personnel. Alors, si c'est de vraiment juste bloquer 1 heure ou 2 dans votre calendrier chaque semaine pour essayer de faire la recherche, le suivi, l'engagement, vraiment de travailler votre réseau, les bénévoles, les membres du CA, des personnes qui peuvent ouvrir les portes que vous n'avez pas toujours accès. Et puis, on entend comment est-ce qu'il faut lancer, quand est-ce qu'il faut lancer une campagne pour financer l'immobilier. Et ça dépend, c'est pas quand il faut vraiment commencer à réfléchir à votre campagne. Souvent, c'est peut-être pas lancer ou le thermomètre officiel, c'est vraiment les discussions au début d'écouter, demander les conseils. C'est assez les enjeux de momentum d'une campagne qui peut donner succès. Ces campagnes pour faire des levées de fonds, normalement, le monde vont dédier plus que 60 du fonds, et ça, c'est quand on voit que ça commence à prendre du momentum. C'est des gros défis. C'est juste, ça fait partie du processus que ça prend du temps. Et j'aimerais vous donner quelques morceaux pratiques qui peuvent aider un peu importe où vous commencez, qui peut vous aider. Alors, regardez.
les listes de charité qui existent, mais c'est une étape facile, mais souvent c'est oublié. Alors, s'il vous plaît, regardez, assurez que comment vous êtes écrit sur les organismes charitables au niveau fédéral. C'est quoi, comment c'est décrit votre organisme, comment vos revenus, vos dépenses, tout ça sont écrits. Assurez que c'est bien noté. Alors, les fondations vont regarder des quoi votre visionnement public avant faire des gros dons. Alors, si jamais c'est pas à jour ou les informations ne sont pas correctes, hum, Revenu Canada, vous pouvez faire des mises à jour. Alors, il faut assurer que tout est à jour. Les listes des membres du CA, la description du projet, tout ça, que vous avez ça bien décrit. Pourquoi votre projet est important, c'est quoi l'impact, combien ça coûte. Tout ça, si vous avez ces détails prêts, ça va vous sauver beaucoup de temps dès que vous avez des opportunités futures. Si vous avez cette liste future, vous n'avez pas besoin une application comme un CRM juste pour faire un suivi de projet. Vous pouvez utiliser le document d'Excel, mais il faut garder une liste quand vous avez le premier contact, c'est quand le suivi, c'est quoi les prochaines étapes pour pas perdre le fil. Il faut faire la promotion partout. Si c'est sur votre site web, dans votre signature, à la fin de vos courriels, peu importe, ça facilite que les personnes peuvent rejoindre à vos visions. Alors, demandez pour le soutien, demandez pour les conseils. Souvent, ces demandes peuvent aller vers des relations à plus long terme et qui vaut plus que juste un don. Des fois, on a besoin de regarder les petits projets qui ont pas besoin d'un gros budget ou beaucoup de personnel, mais peuvent vous aider avec le momentum et construire une campagne plus à long terme. J'ai hâte d'entendre vos questions. Merci beaucoup, Nikki et Stephanie. C'est beaucoup de conseils importants et l'information pertinente. Je veux juste vous rappeler, on a le petit boîte Q et A. Alors, pour les questions et réponses. Alors, s'il vous plaît, rentrez vos questions. Et maintenant, je vais passer la parole à Melissa. Merci. Je vais partager ma présentation avec vous. Je ne sais pas si j'ai bien partagé. Est-ce que c'est bon? C'est comme il faut? Désolée, je suis pas une personne qui devrait être responsable pour les enjeux technologiques. Merci à Hébergement Femmes Canada pour l'invitation qu'on vient pour parler de Why des femmes, Regina. En écoutant les projets, les présentations et j'ai dit comme oui, oui, oui. Oui, c'est dommage qu'on n'a pas su ces éléments d'avance. J'ai appris ça sur le terrain et c'était intense de se faire bombarder des barrières supplémentaires. Et non, c'est juste ça le processus. C'est juste si j'aurais pu juste savoir ça. Alors, ce qui était expliqué dans les présentations, c'est vraiment ce que nous avons vécu au niveau local. Et j'ai mis euh, quelques diapos ensemble pour vous démontrer c'est quoi nos expériences. Et je vais vous décrire mes expériences. On a construit cet lieu qui s'appelle le Gashwi Noah Center. Alors, c'est Maison et deuxième étape, c'est un refuge plus d'urgence. On a de soutien pour les enfants, entreprises, plus d'économie sociale. C'est vraiment un des services pour les familles et les femmes dans nos communautés. Et j'ai essayé de rassembler les questions que je pense qui sont importantes, mais gênez-vous pas de nous poser des questions. Je voulais décortiquer un peu comment on inclut, comment on commence, c'est quoi nos réalités. Et je sais, c'est souvent ce que c'est l'expérience. Et je sais, il y a beaucoup de mots. J'ai juste gardé ça. Vous pouvez le lire après la présentation. Vous allez reçu les liens pour télécharger. Je veux plutôt parler. C'était vraiment une mitigation,
gérer les gestions des risques dans nos communautés. Alors, ça, c'est d'où vient le projet. On a commencé en 2016. De la conception, c'était vraiment évaluer les risques, atténuer ces risques, et puis de penser en 2006, compléter le projet, on a déménagé en octobre 2024. Ça semble que c'est long, mais ça a passé comme un tornade, comme c'est même pas. Ouais, c'est juste pour vous dire, donner une idée, cet cheminement, ce voyage intense, ça passe vite, peu importe la longueur. Je pense que c'est important de regarder où on commence. C'est quoi les options de préfinancement qui existent? Il va toujours avoir un élément catalysateur qui va vous pousser de l'avant. Peut-être. Ça veut dire que vous avez l'argent dans votre compte d'épargne supplémentaire que vous allez utiliser. Nous, on était propriétaire d'un terrain. En 2019, on a reçu un terrain, la terre. Et nous, on avait déjà un projet 3 ans avant. Alors, nous, on courait après trouver cette catalysateur. Et pour avoir le terrain, il fallait qu'on investisse d'argent. On a reçu un prêt d'argent et c'était pas, il fallait que j'investisse juste de recevoir l'argent de sémence, de seed funding. C'est vraiment, c'est juste ce projet de, c'est vraiment, ils vont juste donner l'argent pour les projets qui pensent qu'ils vont aller de l'avant. Alors, ils vont vous financer. Je ne sais pas comment on utilise. Et comme, pas, ils vont pas financer les semences pour faire grandir un arbre ou pousser un arbre. Non, c'est pas pour les semences, c'est vraiment pour un partie de l'arbre. Mais il faut que c'est pas juste le début. Il faut que tu as fait comme nous, on a fait 3 ans de travail. Alors, nous avons déjà investi au-dessus de 300 000 dans les affaires que vous voyez sur l'écran, juste d'avoir le financement de base pour ce financement de sémence ou seed funding. Puis là, on a pu acheter la terre, ce territoire. On avait commencé à faire cette momentum. On a pu s'y investir et on a reçu un grand montant de financement. Et ça, c'est vraiment pour débuter cette œuvre de sémence. Alors, ça, c'était de plus que 500 000. Alors, si vous avez déjà des réserves dans le banque d'épargne, ça, c'est quand vous devrez utiliser pour débuter. Et puis, il y a toute cette réflexion de gestion de projet. Et c'est clair, sans doute, c'est un deuxième emploi à temps plein. Gérer un projet c'est un job à temps plein. Un deuxième job à temps plein. Financement, c'est la même chose. Deuxième job à temps plein. Alors, il faut réfléchir comme une personne leader, directrice à votre organisme. C'est quoi votre rôle? Et qu'est-ce que vous pouvez occuper ou où est-ce qu'il faut chercher des ressources? Le fait que Hébergement Femmes Canada ont du soutien dans la gestion de projet, c'est incroyable. Ça change le jeu, je pourrais dire même. J'ai passé de 2016 jusqu'à 2020 sans gestionnaire du projet. Il fallait que je rentre dans Google. C'est quoi un gestionnaire de projet? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi un cadre? Comment on fait un brouillon? Je savais pas. Il fallait avoir un plan pour assurer que les membres du CA nous suivaient, pour chercher les sources de financement. J'avais besoin, mais on n'avait pas le financement opérationnel d'aller de l'avant. Alors vraiment, j'ai- moi, j'ai juste sur le coin du bureau, broche à foin, je faisais ce travail. Et s'il fallait recommencer, j'aurais aimé de mettre à côté un peu des réserves financières au niveau opérationnel pour engager des consultants ou des personnes pour gérer le projet et que c'est pas quelque chose que je faisais fur et à mesure. Des fois, il fallait avoir des évaluations, des rapports, il fallait payer. Des fois, il faut juste une évaluation, un rapport pour dire que vous avez un rapport. Et non, c'est n'importe quoi. Ça, c'est pas aidant. Des fois, il faut un
une personne consultante de faire l'évaluation ou écrire que vous l'avez fait. C'est même si vous l'avez fait, comme c'est une analyse pour le voisinage, pour assurer que les personnes autour savent. Il y avait un rapport sur la sécurité, d'autres pour la cuisine, les différents niveaux de gouvernement qui posent la question et c'est juste pour dire que, OK, vous avez bien réfléchissez, fait les analyses pour aller de l'avant. Un des catalysateurs pour commencer, c'est le, de comment évaluer les besoins. Et je sais que tout le monde sur l'appel sait comment bien écrire un rapport d'analyse des besoins. Par contre, le fait que c'est validé et écrit par un tiers parti, ça aide pour dire que oui, réellement, ça donne plus de valeur qu'une autre personne, une personne externe professionnelle dit que oui, c'est un besoin dans notre communauté. J'aimerais aussi partager avec vous de comment on a pu faire le suivi avec le CA. Ça dépend évidemment de votre organisme, c'est quoi votre structure de gouvernance dans votre organisme, sur votre CA. Mais je veux assurer que vous comprenez c'est quoi de amener les membres avec nous. On avait des points importants avec notre CA. Si vous avez une capacité, si votre CA aime être impliqué, travaille sur la gouvernance, il faut regarder où le CA a besoin de prendre des décisions et où ce n'est pas important parce que ça peut créer des difficultés. Alors, des fois, il y avait moins de points de décideurs que j'ai demandé au CA, mais il y avait beaucoup de points de conseil qu'il fallait. Alors, ça, c'est toute une liste que nous avons écrit. Alors, pour approbation, il y avait plus tard, vers la fin, quand il fallait dire comme, oui, ça, c'est un budget pour infrastructure, mais j'ai reçu des conseils d'un collègue à Ouais des femmes Calgary et j'avais l'approbation pour une enveloppe budgétaire. Parce que la dernière chiffre à la fin que vous voyez vers la fin, ça change. Quand vous avancez dans un projet, ça a commencé juste pour vous donner une idée et comment un budget peut évoluer dans un projet. Alors, il faut réfléchir de manière réaliste. Nous avons commencé en 2018 un budget de 35 millions et ça s'est basé sur les conseils que j'ai reçus, un pied carré, nouvelle construction, non, 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 on connaissait rien. C'est vraiment de classe des budgétaires. Et puis, juin 2022, ça a augmenté jusqu'à 60 000. Et ça, c'est après COVID, évidemment. Alors, on a eu notre terrain dans notre budget. On voulait vendre notre bâtiment que nous avons. Même si c'était pas déjà vendu, on a utilisé comme notre partie d'investissement. Alors, quand on parlait à la ville de Regina a donné nous le terrain, mais on a dit qu'on va vendre notre bâtiment. Et quand on avait ce terrain, on pouvait démontrer qu'on va rajouter le vente de notre bâtiment et la ville a donné ça à nous aussi parce qu'il fallait, vous allez danser un peu autour de cette peau que qui va mettre l'argent en premier. Et la présentation précédente a dit comme qui va mettre l'argent pour commencer. Et puis, vous pouvez, avec votre argent mis de côté, vous pouvez le faire, mais dès que la ville pouvait le faire, ça nous aidait énormément. Et je sais que on sait toutes et tous qu'est-ce que c'est avec COVID, comment ça a augmenté les prix de tout. Mais à voir qu'est-ce qui est élastique dans votre budget, le fait que nous, c'était pas suffisant d'avoir le pourcentage supplémentaire de ressources. Nous, on a appliqué pour le financement avec le CHL et j'espère que notre programme n'existe plus, alors j'espère qu'ils vont revitaliser un programme. C'est juste quand c'est décidé que tu peux pas augmenter le budget parce qu'il y avait l'inflation. Non, non, non. C'est pour ces demandes de financement. Il n'y a pas d'exception. C'est vraiment dur à avoir. Alors, donnez-vous des réserves supplémentaires. Alors, plus, juste de montrer, on a commencé à 35 millions, on a terminé.
à 70 millions. Et on a quand même, on n'a pas changé d'objectif, de recours et on a même essayé de sauver de l'argent, hein, juste pour vous dire. La construction, évidemment, c'est un de votre coût la plus grande. Mais j'ai aussi essayé de mettre le développement de financement. On a créé notre propre équipe à l'interne, alors de développement, um, un fonds. Alors, en 2016 et 2019, j'ai appris tout ce que je pouvais apprendre sur faire les levées de fonds et le financement. Et quand les personnes ont décrit où commencer, je me suis donné l'objectif que je vais rencontrer 20 personnes dans la communauté chaque mois pour un an. Et j'ai rencontré les personnes qui faisaient du financement et j'ai juste posé des questions et des conseils. J'ai pas demandé pour l'argent, j'ai demandé pour les contacts. À qui d'autre je devrais discuter? J'ai parlé avec les personnes consultants qui faisaient des développements, les personnes leaders qui avaient un certain niveau d'influence dans la ville. J'ai parlé à d'autres personnes qui faisaient les levées de fonds, les fondations. Et j'ai pris tout ça et j'ai décidé que je vais engager et créer un département de financement interne. Et j'ai rencontré des compagnies, les entreprises basées sur le financement. Alors, tout ça, j'avais un document de centaines de pages de plus que 200 personnes que j'ai rencontrées et avec qui j'ai discuté le projet. J'ai dit comme, j'ai une idée, j'avais pas de dessin, pas de maquette, pas de photo, quoi que ce soit, j'avais juste une idée et une évaluation des besoins pour dire pourquoi c'est important ce projet. Et puis, j'avais tout ça. Et puis, on commençait à passer à travers ces listes. Alors, si vous ne savez pas où commencer, je pense que c'est juste commencer de faire ces rencontres, rencontrer les personnes et dire comme j'ai une idée, ça c'est pourquoi le projet est important à notre communauté et à qui je devrais parler et vous serez capable de remplir votre calendrier facile et puis ça va faire l'effet de boule de neige. Et ça, c'est comment j'ai été connectée, j'ai vu l'équipe de gestion de projet, j'ai trouvé l'équipe de construction, l'architecture, etc. Et ça, c'est comment on a trouvé une certaine pertinence et il y avait um, l'intérêt et l'excitation autour de notre projet dans les années avant qu'on commençait à développer. Vous voyez que si ça c'est l'argent qu'on a eu pour le financement pour les refuges et les auberges d'urgence, on a pu faire des levées de fonds de beaucoup d'argent dans notre communauté. La majorité que nous avons reçue, ça vient de 5 donateurs des fondations et des donateurs privés, 5 pendant COVID. Il faut demander plus. Plus grand, c'est 5 millions. Alors, c'est pas, si vous avez un grand budget à remplir, demandez beaucoup, beaucoup de fonds. Je sais que le temps, c'est cool, mais je ne vais pas aller plus vite pour la question de l'interprétation. Quelles sont les mesures de réussite finalement? On a réussi à ne pas dépenser tout l'argent, on était en dessous du budget prévu, on a fini à temps. On s'est rendu compte, au début, on pensait qu'on ne serait pas capable de ramasser autant d'argent dans notre communauté, mais finalement oui. On a réussi à faire, en local, on a réussi à avoir une équipe de développement, au sein de notre équipe, très forte. Donc voilà, cette première photo, j'aurais jamais cru apprendre autant de choses sur la construction. J'avais jamais, pensé à tout ce qu'il fallait que j'apprenne. Ce sont nous qui connaissons nos besoins.
Donc, avoir une équipe de gestion de projet avec du soutien pour prendre des décisions, pour décider quoi faire, c'est important. Mais, mais assurez-vous de prendre des décisions. Il y a eu de nombreuses décisions qui ont été prises sans nous. J'ai travaillé avec nos équipes. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont appris de notre expérience. Si on n'avait pas été là pour prendre des décisions, pour dire non, on va le faire comme ci, comme ça, c'était vraiment important notre participation. Donc cette photo, ça nous montre vraiment la taille du projet. Donc le centre, vous voyez ici les photos une fois fini. Ce sont des équipes qui travaillent avec une perspective. Nous avons 72 unités, nous avons plus de lits encore, nous avons des entreprises sociales, nous avons un café, nous avons un magasin de seconde main, nous avons également un service de garderie, nous avons un lieu de réduction des impacts. Tout ceci est connecté à un centre communautaire qui est accessible pour toute la communauté. Donc l'idée, c'était vraiment de mettre le lien de la communauté au centre du lieu où se trouvent des personnes qui peuvent être en crise. Ça permet vraiment d'avoir accès à ces lieux publics en même temps de résoudre la question d'hébergement. Il y a aussi des zones de travail, des espaces collaboratifs. Tout ceci est ouvert à la communauté, tout le monde peut y avoir accès. Les gens peuvent louer un espace pour un événement, par exemple. Tout ceci est connecté à notre politique de diffusion, de rendre visibles nos services également. Euh, on a 180 places en garderie, on a également un carrefour jeunesse, on a également un programme de soutien aux devoirs. Notamment, on a des espaces spécifiques pour les personnes pour la garderie avec des jeunes avec des déficits d'attention. On a, on a également un centre de préparation de médecine traditionnelle, un lodge, un sweat lodge. C'est au centre. C'est une organisation autochtone qui a été en partenariat afin d'élaborer, afin de construire ce projet qui fait partie du projet de construction. Nous avons travaillé fort sur ce projet dans une perspective de réparation décoloniale. Et c'était vraiment important pour nous que ce soit une organisation locale, autochtone, qui s'occupe de cette partie du projet. Voilà, c'est ma présentation. Merci beaucoup. Vraiment magnifique. Merci, Melissa. Peut-être vous n'avez pas remarqué, mais quand vous êtes rentré dans les photos, beaucoup de gens ont envoyé des cœurs. C'est vraiment magnifique. Merci. Alors, il nous reste une dernière présentation. On voulait partager un autre exemple, plus petit, plus rural, parce qu'on sait que toutes les personnes ici ont des contextes différents, une question d'échelle différente, et on voulait s'assurer de vous donner deux exemples dans lesquels vous puissiez vous reconnaître. Euh, la maison de transition Sussex Valley voulait être là, mais n'a pas pu être là. Donc, Kayla et Megan ont récupéré l'information. Et Kayla et Megan ont été très impliquées dans le projet, donc elles vont pouvoir nous partager l'information qui a été envoyée.
par la maison de transition Sussex Valley. Oui, je vais lire des notes qui nous ont été envoyées de la part de l'équipe. Et ensuite, je vais vous donner un peu plus de contexte. Megan et moi, on a travaillé sur le projet, donc c'est sûr qu'on le connaît. On pourra répondre à vos questions. Donc, pour vous situer le contexte, la Sussex Vale, la maison de transition, est à Sussex, au Nouveau-Brunswick, à 45 minutes de Saint John et à 1 heure de Moncton. C'est beaucoup plus rural. Depuis 91, il gère avec succès à court terme ce type d'hébergement pour femmes qui fuient la violence. C'est un établissement de 9 lits, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec du soutien émotionnel, aide pour accéder aux ressources nécessaires à la guérison des expériences traumatisantes, une éducation sur la violence domestique et les relations saines, un soutien parental et une aide logistique pour préparer un déménagement dans un nouveau logement sûr à long terme. L'hébergement, la nourriture, le linge de maison, l'accès à l'Internet et aux appareils électroniques, ainsi que la sécurité et le soutien du personnel sont fournis gratuitement. En 2016, ils ont commencé à envisager la création d'une nouvelle unité de deuxième étape sur le site. Et c'est là qu'ils ont voulu commencer à construire de nouvelles unités, donc une taille complètement différente de ce dont on parle. Je vais vous lire euh, les notes de comment ça a fonctionné. Donc, le conseil d'administration a délibérément organisé une collecte de fonds pour la campagne de financement lancée en 2018, ce qui a commencé comme une collecte de fonds pour complémenter des besoins opérationnels, mais c'est rapidement devenu un projet de levée de fonds pour un projet de construction. À mesure que les économies augmentaient, ça a été investi dans des comptes spécifiques afin de favoriser une croissance supplémentaire. Ensuite, il y a eu un tirage hebdomadaire 50-50. Il y a eu des donations, des dons individuels, des héritages. Il y a 1 million de dollars qui a été ramassé avant de commencer le projet. Donc, si on réfléchissait un peu à cette réserve, à ce petit panier qu'on met de côté, ça décrit très bien ce moment. Pour eux, ça a vraiment été un moment de... Il y a eu plusieurs dons qui ont permis de commencer ce projet de construction. Juste une note sur le tirage 50-50. C'est une initiative de collecte de fonds assez régulière qui a été très réussie. C'est quelque chose qu'ils font toutes les semaines. Tous les membres de la communauté peuvent donner 1 dollar ou plus. La moitié des fonds, euh, donc la moitié des fonds allait, c'est comme c'est comme une tombolade où en fait la moitié, 50% des fonds allaient au projet et 50% des fonds aux gagnants toutes les semaines. Donc c'est devenu une loterie. Qui a vraiment fonctionné. Donc, ils ont réussi à avoir des gens forts, un bon leadership, qui ont réussi à renforcer le projet avec des fondations. Diverses organisations gouvernementales ont donné leur approbation et leur soutien. Donc, ils ont commencé à chercher activement à faire avancer le projet avec un comité de projet sur lequel dont j'ai fait partie. Julie a été la chef de projet et était la directrice générale de la maison de transition, non? Elle faisait les deux jobs en même temps. Il y a eu plusieurs défis lorsqu'il y a eu le financement provincial et gouvernemental. C'était assez difficile d'identifier avec certitude lequel était les plus stricts. Ça les a obligés à revenir en arrière au plan d'architecte pour apporter des modifications, ce qui a nécessité de faire des devis et d'autres devis, etc., etc. Bon, tout ça, c'était pendant le Covid, hein. Donc finalement, ça a doublé le coût de leur projet. Ils ont fallu, parce que finalement, le constructeur, après 3 ans, euh, n'a pas réussi à commencer le projet. Ils ont été obligés de changer. Ils ont sollicité des sources de financement auxquelles ils n'avaient pas droit parce que parfois, euh, les critères n'étaient pas clairs, donc ils ont perdu beaucoup de temps et d'énergie. Ensuite, il a fallu continuer à trouver d'autres sources de financement.
qui a aidé à démarrer le projet, c'est qu'au début, la chef de projet, ne- quand nous, on s'est joints depuis HFC, on s'est joints en janvier 2023, ça a vraiment aidé parce que la chef de projet connaissait pas nécessairement l'ordre correct dans lequel accomplir les tâches. Et donc, avoir quelqu'un d'autre qui puisse soutenir ce genre de choses, c'était vraiment important. Ils avaient également demandé conseil à d'autres organisations sœurs au niveau provincial qui avaient récemment construit des projets et c'était vraiment très utile. On a quelques photos. Je pense que vous aimez les photos, alors je vais vous les envoyer. J'espère que vous pouvez les voir. Donc, voici une belle image depuis un drone. Donc, ici, sur la route, c'est ce qui existait déjà. C'était le refuge avec 9 lits. Ça, c'était la première extension qui s'appelle la grange, affectueusement, qui est un peu plus là où est-ce qu'il y a les bureaux. Et tout ça, c'est le nouveau projet. Ici, vous pouvez voir il y a le bureau, il y a la salle de réunion, la salle communautaire, la buanderie, la salle de jeu pour les enfants ici. Et là, sur la partie la plus large, la plus longue, il y a les 5 unités qui sont de type maison de ville avec des propriétés entièrement clôturées. Bon, après, maintenant, il y a de l'herbe et puis il y a une clôture. Donc ça, c'est depuis l'arrière. Donc ça, c'est la salle communautaire. Vous pouvez pas voir sur la photo, mais à côté, c'est un champ. Au début, ils n'avaient pas la propriété d'une partie de la terre, donc il y a eu une donation. Il y a eu un don de cette terre. Ça, c'est l'avant. Avec Megan, on a pu être à l'ouverture. C'était vraiment génial. Ça, c'est du groupe de construction. Ça, c'est que c'est à ce festival de Montgolfière. Donc, c'était Julie qui n'a pas pu être ici avec nous aujourd'hui. Le grand jour de l'inauguration. Ça a été tellement de travail. Ça a été beaucoup de travail sur ce projet. Ça a été vraiment très intéressant pour la télévision, également la presse écrite. Il y a eu plusieurs articles. Donc, vous pouvez voir ici un espace partagé, une chambre, une cuisine, une belle cuisine pour tout le monde, une salle de bain. 2 des 5 unités sont accessibles. Ça, c'est la salle de jeu des enfants. Et ça, c'est la salle communautaire. Donc, il y a un espace communautaire, une cuisine communautaire. Donc, ça, c'est aussi la salle de réunion et la buanderie, la salle de lavage. OK. Le seul affaire dont j'ai pas parlé, c'est de la quantité d'argent. Alors, vous savez que c'est un projet plus petit qui a finalement coûté 3 millions de dollars. Donc, il y a eu le 1 million de dollars des réserves de trésorerie. En général, c'est des dons, etc. Mais il y a eu aussi, finalement, on a eu du financement des 3 niveaux de gouvernement. Donc, provincial, c'était le plus grand, 434 000 dollars. Fédéral, 375 000 dollars. Et il a fallu le faire plusieurs fois. Ça a été assez compliqué. Donc, un peu moins de 400 000 dollars.
La municipalité a partagé 100 000. Au Nouveau-Brunswick, il y a un fonds régional, une entité régionale de la province qui a offert 300 000 dollars. Il y a eu des fondations familiales qui ont fait des dons de 350 000, mais on a reçu beaucoup de lettres de refus, mais on a fini quand même. Donc 350 000 et ensuite 25 000. C'était quand même très bien. Et aussi, Hébergement Femme Canada a offert 100 000 dollars. Donc, euh, il y avait donc leur réserve financière, c'était quand même un tiers du projet. Si on regarde tout le pourcentage, c'était vraiment pour une zone rurale un très gros projet. Ils ont également donc ils ont eu du financement gouvernemental à tous les niveaux, dont 2 fois au niveau régional, donc 4 au total, et aussi des fondations. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à finir le projet. Donc voilà, merci, super. On a des questions ici, il nous reste une dizaine de minutes, donc je vais les lire. Je pense que c'est ouvert à toutes les personnes qui souhaiteraient y répondre. Il y a une question sur Maison Canada ou peut-être le SCHL, dépendant la vision. Est-ce que c'est seulement pour la construction ou est-ce que ça peut aussi impliquer la rénovation? Peut-être peut-être Kayla ou Megan? La réponse, c'est vraiment que ça semble qu'on on sait rien. Là, il y a eu une annonce en ligne. Ils n'ont pas trop discuté, alors malheureusement, nous ne savons pas en ce moment. Je pense que bien dit. Je ne sais pas, un peu dans votre vision rétrospective ou... Et oui, avant, c'était financé, mais maintenant, tout leur financement, c'est fermé. Même pour le fonds plus rapide, qu'il fallait envoyer vos demandes de financement tout de suite. Alors, ça semble que juste même celle pour plus faire les rénovations, ça a fermé. Alors, regardez sur un peu l'idée de Maison Canada ou le SCHL. Ça semble qu'ils ont pas reçu juste pour 5 unités. C'est trop petit. Même s'ils ont le financement local, ils ont un financement de terrain. Ça semble que ces plus petits projets sont moins attirants pour les grands bailleurs de fonds gouvernementaux. C'est quoi les options pour ces petits projets ou des projets à plus petite taille? Sur le côté de SCHL, c'est étonnant, c'est triste d'entendre ça parce que c'est dans le critère d'éligibilité. Juste même dans un hébergement d'urgence, 5 lits, c'est éligible. On a eu un succès d'un des fonds pour débuter, comme c'est le fonds de sémence, un organisme l'a reçu, c'est des petits, et vous avez vu avec SOCX. Alors peut-être parler avec la personne représentative des fonds et de voir si le pourquoi ils n'ont pas eu de succès, si c'est à cause du taille du projet ou est-ce que c'est juste à cause de compétition. Des fois, les dates sont importantes. Peut-être qu'ils ont décidé de juste financer un autre projet. Sussexville a eu ce genre de problème. On n'avait pas eu de succès dans le deuxième, le fonds rapide de logement. Alors, il fallait attendre. On a cherché d'autres fonds. Alors, ça vaut la peine de clarifier. Je peux pas parler des enjeux de habitation Colombie-Britannique s'il y a un certain niveau d'éligibilité spéciale. Mais je dirais des fois, il y a un avantage avec les petits projets. Si vos
projets en global sont plus dans la zone de 3 millions. Une fondation pourrait donner un 350 000 à une place comparé à un autre. Alors, pas lié au coût de l'unité, alors cet argent va aller plus loin. Alors, si vous avez 1 million dans votre compte d'épargne, ça c'est incroyable, c'est un tiers. Mais pour Regina, dans leur projet, 1 million, c'est un peu un goutte d'eau, ça va moins loin. Alors, pour les petits projets, pièce dollar à dollar, ça va aller plus loin. Mais ça dépend des programmes qui vont vous donner des chiffres par unité, un montant par unité de logement construit. Et moi, j'y retournerai voir des personnes qui représentent ces fonds pour demander pourquoi. Et je pense que c'est juste pour faire l'écho ou souligner, on a appliqué pour SCHL pour 5, 6 fois. Alors, il faut pas lâcher prise, continuer. Et si tu es capable de devenir des amis avec Maison Canada ou la représentative de FCHL, ça vaut la peine parce que c'est cette personne qui a pu dire comme il y a un nouvel programme qui arrive et celui-là, ça va être parfait pour vous parce que cette personne comprenait notre projet très, très bien, savait comment mieux naviguer leur propre système et savait où je devrais impliquer pour les fonds. Alors, essayez de rester proche avec cette personne. Et cette personne des fois, les fonds vont demander ou ces financements va toujours poser les mêmes questions. Alors, éventuellement, tu vas juste couper-coller vos réponses. Alors, ça va plus être facile. Je pense que c'était vraiment des bons conseils de Melissa et Kayla. C'est vraiment notre travail, c'est relations, le relationnel avec les représentatives pour ces milieux. Ça va vous aider. C'est des points importants à travailler. J'ai une autre question. C'est pour n'importe qui sur notre panel. Je veux savoir si les personnes ici ont reçu un succès pour les investissements communautaires. Avez-vous eu cette expérience? Désolée. J'ai pas encore travaillé sur ces investissements communautaires. Peut-être vous connaissez un programme qui s'appelle Tapestry. C'est un organisme qui mène plusieurs de ces éléments. Ils vont faire beaucoup de travail pour l'organisme. Ils travaillent dans les différentes conférences de l'abordabilité et le logement. Melissa, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Nous n'avons pas l'utilisé, cette idée d'investissement communautaire, mais on connaît cette expérience. Alors, de Tapisserie Capitale, c'est un fonds communautaire. Je pense qu'il y a une question pour Megan et Kyla sur les services. On parle de première étape ou deuxième étape. Est-ce que c'est uniquement pour deuxième étape ou pourrait être pour les maisons d'hébergement plus d'urgence ou les refuges d'urgence? Et on peut organiser un appel un à un ou une formation avec vous, peu importe qui fait un travail d'un fonds immobilier ou qui veut faire un projet immobilier si vous aimez discuter davantage de votre projet. En ce moment, notre mandat, c'est d'appuyer les constructions qui va inclure les deuxièmes étapes. Ça pourrait être quelque chose un centre d'urgence plus un refuge d'urgence, mais on a besoin un peu de deuxième étape, unité de deuxième étape, ou au moins de gestion de projet pour le côté deuxième étape. Mais on est vraiment ouvert de parler avec vous, juste de parler, entendre parler de votre projet. Envoyez-nous un courriel. Je vais mettre le courriel dans le clavardage tout de suite. Et puis, on peut parler de voir comment on peut former votre projet pour fonctionner. Et ça, c'est un bon moment pour rappeler qu'on va vous envoyer l'enregistrement
de cette présentation. Aussi, tous les diapos, PowerPoint et les notes. Je vois pas d'autres questions dans la petite boîte de questions et réponses. Vous pouvez rajouter chaque fois que j'essaie de clôturer un webinaire, il y a une dernière question qui va popper dans le chat ou quelque part. Mais je vois que on est presque rendu à l'heure. Alors, je vais donner un petit pause, mais puis je vais aller vers remercier nos personnes présentatrices. Merci beaucoup. Vous avez donné de l'information concrète et puis des conseils comment avancer vos projets. Merci aussi aux interprètes pour assurer que cette session est disponible et accessible à plus de personnes. Et merci pour tout le monde qui se s'est présenté pour poser vos questions. Écoutez tout au long, ça fait du bien de vous voir. On va faire un petit sondage dans le clavardage. Alors, quand vous le fermez, votre Zoom, ça va arriver dans votre écran. Alors, s'il vous plaît, prenez quelques minutes pour noter qu'est-ce que vous aimeriez faire la prochaine fois qu'on se retrouve ensemble. Merci tout le monde. Je vois pas plus de questions. Je vais dire salut, bonne fin de journée, profitez-en et restons.